Voici une discussion avec Maxime Saint-Hilaire, professeur agrégé de droit à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Saint-Hilaire siège actuellement sur le conseil scientifique de la Société Ronimel. J'ai eu l'immense privilège de parler avec lui de sa vie, de la place du droit dans la société, de sa perception sur l'enseignement ainsi que de la mort. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Ça va bien, oui. Oui. Pas eu d'enseignement sur en fait, la dernière session de ce que vous m'avez dit, là. En fait, là, ça faisait... donc, j'ai repris l'enseignement à la rentrée d'hiver. Ça faisait 1 an que j'avais pas enseigné parce que la dernière fois, j'avais concentré toute ma charge d'enseignement sur le trimestre d'automne. Donc, ça nous reporte à l'automne 2021 où Ouais. je vous enseignais Exactement. les fondements du droit. Donc, j'avais 4 cours de bac sur ce trimestre. Il faut savoir que normalement, 4 cours, c'est la charge annuelle. C'est une charge qu'on répartit sur une année universitaire pour un professeur. Donc, moi, j'ai demandé à mon doyen de pouvoir concentrer toute ma charge annuelle sur un seul trimestre, de manière à pouvoir m'inscrire à un programme d'études à temps plein à l'Université Laval, donc à Québec, où je me suis inscrit au programme d'études anciennes. OK. Donc, le monde grec pendant le premier trimestre, ensuite le monde romain ou latin. Donc j'ai fait à peu près la moitié là, du programme l'automne dernier. Wow! OK, fait que ça, vous avez vraiment... OK, ben... J'étais étudiant à temps plein, C'était tout pas comme des vous. blagues. Non, C'était pas c'est... Parce que moi, je non. croyais que vous disiez ça parce que... je sais pas, moi, dans vos activités de chercheur ou de code même, mais non, vous êtes vraiment étudiant à temps plein, vous êtes Ah oui. retourné. J'ai toujours le même matricule que j'avais en janvier 1997 quand j'ai commencé mes études de droit. J'ai le même numéro d'étudiant. C'est excellent. Et puis, donc j'ai vraiment fait une espèce de retour, retour aux études. C'est dans le cadre de mes projets. C'est pas étranger, c'est pas un retour aux études comme quelqu'un qui aurait fait autre chose et puis qui voudrait se réorienter. C'est parce que ma trajectoire intellectuelle, tant sur le plan de l'enseignement que celui de la recherche, m'a conduit à m'intéresser de plus en plus au concept romain de droit. Donc, non pas le détail, le fin détail du droit romain, mais l'idée romaine de droit. Et puis, afin de ne plus dépendre totalement des commentaires d'experts, mais pour avoir peut-être le plaisir, d'ici quelques années, de lire des jurisconsultes romains dans le texte original. Donc, j'ai décidé d'abord, je me suis inscrit à un cours intensif de latin qui était donné à l'abbaye de Saint-Benoît par la Fondation Humanitas cet été. C'est 5 semaines intensives, si je me souviens bien, de latin. Et j'ai repris un cours de latin cet automne. C'était un de mes cours. Je raconte à mes propres étudiants qui, eux, ont 7 cours. J'ai appris qu'ils avaient 7 cours. Je leur ai dit que moi, l'automne dernier, j'étais étudiant à temps plein, que j'avais au départ 5 cours et je trouvais que c'était trop. J'en ai laissé tomber un. C'est excellent. Mais vous avez dit, votre trajectoire intellectuelle vous a mené à vous intéresser, en fait, à approfondir vos connaissances dans ce monde-là. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Ouais, en fait, c'est une idée qui semble s'être perdue depuis longtemps dans le monde moderne, que surtout à partir depuis les 19e, 20e siècle, l'idée que les juristes sont dépositaires d'un savoir, ça a été un peu évacué. On a tendance à voir dans le droit un simple instrument que le politique peut manipuler comme une espèce de matériau, une courroie de transmission de pure décision politique. Donc, bref, on veut faire quelque chose, on trouve ça important, ça fait partie d'une politique publique, on fait adopter une loi si on est en mesure de le faire, puis on prend des règlements, puis voilà, on donne comme si on pouvait donner une traduction juridique d'à peu près n'importe quelle à peu près n'importe laquelle volonté politique, tandis que
Les Romains pensaient pas comme ça. Et pour les Romains, ben, pas juste pour les Romains, parce que pour les Européens, pendant plus de 1000 ans, même, non, mais en fait, beaucoup plus que 1000 ans, près de 2000 ans, le droit, pardon, le droit était une forme de savoir et qui était partagé par un groupe de professionnels appelés jurisconsultes qui développaient un corpus en commun de manière collective et c'était vu comme une espèce de dépôt de ce qu'on appelait la raison écrite. Et cette idée, on la retrouve beaucoup plus tardivement chez les penseurs de la common law classique qui employaient l'expression de raison artificielle. Donc, il opposait cette idée à la raison naturelle qui va être celle du roi. Alors, lorsque le roi Jacques Ier en Angleterre a voulu s'attribuer des compétences judiciaires pour justement résoudre des conflits, il y a le juge Edward Coke qui lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça parce que même si le roi était certes une personne raisonnable, puis peut-être même beaucoup plus raisonnable que la moyenne, au moyen de sa raison naturelle, celle que tous les hommes ont, il n'était pas formé au droit. Le droit fonctionnait de manière collective. C'était une expérience collective de juristes qui ont en commun des méthodes, une expérience, une prudence, et que finalement, pour comprendre le droit, faire du droit et trancher des litiges de manière juridique, ben, il fallait faire partie des jurisconsultes, avoir été formés, rompus à l'art du droit pour justement accéder à ce qu'on appelait raison artificielle. Donc, il y a le mot artifice qui renvoie à l'idée d'une raison instituée, c'est-à-dire à l'idée des institutions plutôt qu'une raison que naturellement est tout seul. Donc, il y a l'idée du collectif par opposition à la raison purement individuelle, par exemple, du philosophe. Donc, il y a cette idée-là. Et c'est intéressant parce que normalement, on a tendance à voir dans les droits civils continentaux, c'est-à-dire du continent européen, en distinguant le continent européen des îles britanniques, on a tendance à voir dans le droit européen le véritable héritier du droit romain. Et c'est vrai que sur le fond des règles juridiques, la common law n'a pas énormément repris au droit romain, mais dans la conception du droit et dans la méthode, la common law a beaucoup emprunté au droit romain. C'est un peu moins connu. Mais tout ça pour vous dire que c'est à travers cette idée de raison artificielle que j'en suis venu finalement à reconnaître un embryon de l'idée dans la manière dont les jurisconsultes romains se représentaient leur discipline, leur profession. Donc, c'est en faisant de la recherche, mais c'est aussi en enseignant. Donc, en enseignant les fondements du droit, au début, on parle un peu de droit romain parce qu'il faut bien commencer par là, que là, je me suis mis à faire des liens que j'avais pas anticipé et que je me suis dit, bon, ben, je pense que ça vaut la peine à ce stade-là d'approfondir un peu, puis d'aller acquérir des compétences que je n'ai pas, prendre le taureau par les cornes, et puis je vais aller voir mon doyen, on s'est entendu, puis j'ai décidé de m'inscrire au certificat. Wow! Parce que, juste en soi, la matière est très intéressante, puis ça, j'aimerais ça qu'on revienne tantôt, peut-être, pour... en ce qui a trait, puis ça, je pense que vous l'avez mentionné un peu, mais pour y aller plus spécifiquement, en fait, on peut y aller tout de suite. Est-ce que par exemple, le retour aux études pour vous à étudier cette matière-là, quelle est la pertinence pour le droit actuel d'avoir ces connaissances-là? Ben, ça peut permettre justement de prendre un peu de recul, de perspective, et puis d'essayer, puis je suis pas le seul, il y en a d'autres dans le monde qui remettent en question l'héritage des réalismes juridiques, entre autres le réalisme juridique américain qui a contribué à l'instrumentalisme juridique dont je parlais plus tôt, voir dans le droit voir dans le droit un simple instrument au service du souverain et remettre en question cette manière de penser qui tend à voir aussi dans les disciplines externes au droit la seule source de véritable savoir sur le droit. Et ça, c'est très présent au Canada. Je vous dirais là, que c'est
la pensée orthodoxe. C'est même une doxa, c'est-à-dire que la formation des professeurs de droit au cycle supérieur et puis la formation, le financement de la recherche juridique depuis un rapport que le CRSH, donc le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, avait commandé, qu'on appelle le rapport Arthurs du nom du président du groupe d'études, qui était le professeur Harry Arthurs, qui était à Osgood, et qui est justement un réaliste juridique, un héritier de cette pensée-là, qui a contribué à moderniser les facultés de droit. Et dans son rapport, qui a encore énormément d'influence aujourd'hui, le groupe de travail présidé par Harry Arthurs laisse entendre que finalement, le droit comme tel n'est pas un savoir universitaire, c'est une pratique. Si bien que le juriste universitaire, s'il veut produire du savoir, ben, il faudrait qu'il fasse soit de l'économie du droit, de la sociologie du droit, de l'histoire du droit, à la rigueur de la philosophie du droit. Mais la doctrine, par exemple, juridique comme telle ne se voit pas attribuer énormément de valeur. Donc, on parle d'une discipline qui est l'une des plus anciennes, d'une des disciplines universitaires les plus vieilles. Comme s'il s'agissait en fait, comme s'il s'agissait presque de quelque chose qui venait d'apparaître. Parce qu'il y a quand même un manque de recul. Et on ne semble pas non plus prendre acte d'un certain niveau de doctrine juridique. Je pense à de grands auteurs comme Jelinek, je sais pas, moi, Potier, Doma, de très grands auteurs, juristes, et dont les œuvres ont même influencé la philosophie ou les sciences sociales. C'est-à-dire que le droit est une très vieille discipline. Les juristes ont même contribué à la fondation de plusieurs sciences sociales. Donc, le droit a eu aussi, dans l'histoire, une forte influence sur les autres savoirs. Mais, avant tout, le droit peut être conçu comme un savoir universitaire. C'est un savoir normatif. Donc, tout ça s'explique par de nombreux facteurs. La montée... un peu presque l'hégémonie des sciences qui tend à discréditer des formes de savoir qui sont autres que la science expérimentale. Donc, je pense que ça fait partie de l'arrière-plan. Donc, il y a un scientisme qui a été très présent en Allemagne à partir du 19e siècle, qui a eu beaucoup d'influence par la suite sur la pensée juridique américaine au 20e siècle. Il y avait l'idée selon laquelle il fallait faire de la science. Et puis aux États-Unis, le sens de la science a été plutôt réduit aux sciences expérimentales. Et on essayait, entre autres, de réduire la discipline juridique à la prédiction des décisions. On avait vu ça un peu dans le cours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec le réalisme juridique. Bon. Donc, il y a un cocktail de facteurs ici qui ont contribué à faire du droit tel qu'on le conçoit dans les facultés de droit canadiennes. C'est qu'il est aujourd'hui, il y a une espèce de fascination pour les sciences et un cynisme à l'endroit des questions normatives. On a tendance à penser qu'en dehors des questions théoriques, donc de la connaissance des faits, dès qu'on tombe dans l'univers des valeurs, des normes, il n'y a pas de savoir possible, il n'y a pas de vérité possible, donc c'est une forme de cynisme. Donc, il y a ça aussi. Et il y avait aussi dans le projet réaliste un côté réformiste, c'est-à-dire que on associait au droit, au sens entendu de manière plus traditionnelle ou traditionnaliste, on voyait là-dedans une force conservatrice qui freinait le progrès social, parce qu'il est vrai qu'aux États-Unis, c'est au nom de la liberté contractuelle et de la propriété que la Cour suprême avait invalidé des lois sociales. Donc, les réformistes se sont mis à voir dans le droit, il y a un arrière-plan aussi, il y a un arrière-plan hérité du marxisme aussi dans ce discours-là. On a eu tendance à voir dans le droit une force de réaction qui était peut-être le produit des rapports de production et qui favorisait les puissants, les plus nantis. Et il y a le contexte de la crise économique des années 30
qui a eu beaucoup d'influence sur cette pensée-là. Donc, on s'est dit, et là, il va falloir finalement que la modernité, la science et le progrès se saisissent du droit et qu'on fasse des juristes, des ingénieurs sociaux. Et puis, c'est tellement présent encore aujourd'hui. Pour avoir une subvention de recherche, il faut presque systématiquement vouloir transformer la société. Donc, c'est le discours de la transformation sociale. Donc, tout ça s'explique par des raisons historiques, une histoire des idées, une histoire politique aussi. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ce serait important de comprendre ce qu'on a évacué en adhérant de manière aussi massive à une telle conception du droit. Je pense aussi que bien des étudiants seraient surpris de découvrir la conception du droit que se font leurs professeurs, parce que je ne crois pas que les étudiants qui viennent à apprendre le métier de juriste se représentent le droit forcément de cette façon. Et je pense que de voir comment cette pensée dominante à l'heure actuelle peut se révéler être une petite parenthèse dans la longue histoire du droit, ça peut peut-être aider à rééquilibrer les choses. J'ai absolument rien contre la réforme du droit quand il y a des problèmes à régler, mais je pense que de tenir pour acquis que tout est mauvais dans une expérience qui est très vieille, je sais pas moi, l'amphithéose, ça vient des Grecs, il y a plein de notions de notre droit privé commun qui remontent aux Romains. Donc, de présumer que tout ça est systématiquement mauvais, que tout doit être réinventé, c'est aussi méconnaître la façon dont le droit a été parfois un moteur de changement. C'est-à-dire, les règles juridiques ont aussi servi à des luttes sociales. C'est souvent au nom d'une lutte pour la mise en œuvre du droit, d'une lutte pour le droit que des mouvements progressistes ont existé dans l'histoire. Donc, je pense que de prendre un peu de recul, d'aller chercher un peu plus de culture juridique, ça permet d'avoir un regard plus réflexif, plus critique sur le discours ambiant et peut-être de réhabiliter la doctrine, parce que des juges me l'ont dit, même des juges de la Cour suprême me l'ont dit, que la doctrine, parfois, elle était décevante. Il y en avait moins qu'avant, c'est-à-dire la doctrine utile qui aide les juges à résoudre des cas. Il y en a de moins en moins parce que ce que les professeurs produisent, c'est autre chose. C'est un peu de la science sociale ou parfois pseudo-science sociale, disons le mot. Et c'est parfois fort intéressant, ou c'est des propositions de réforme du droit. Beaucoup de propositions de réforme du droit viennent de la recherche juridique universitaire, mais de la doctrine qui aide à dégager l'interprétation la plus juste, la plus raisonnable, la plus féconde, à régler des problèmes, et puis qui éclaire le travail du juge plutôt que de simplement demander des réformes législatives. Il s'en fait un peu moins. Donc, il y a aussi ça, l'idée de réhabiliter la doctrine, de rapprocher peut-être un peu les facultés de droit de la pratique, des barreaux, de la magistrature, puis de recréer, parce que là, il y a un peu un divorce en ce moment entre les facultés de droit et la pratique. Il y a un certain divorce, et puis c'est des milieux qui normalement devraient être complémentaires. Donc moi, je vois des parutions récentes, on essaie des livres sont publiés qui réhabilitent la doctrine, l'approche historique. Donc ça me rassure. Je vois qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi qu'on pourrait peut-être rééquilibrer tout ça, puis peut-être rendre un peu sa dignité au droit, puis aussi rendre aux justiciables un savoir juridique qui à mon avis est socialement utile. Mais ça, je trouve ça raisonnable comme constat, parce que on dit le droit étant une discipline qui est si vieille, je pense que c'est raisonnable de la remettre en perspective dans sa grande histoire, plutôt que de, justement, comme vous l'avez dit, flusher tout ce qui a été fait pour se concentrer justement actuellement. Ça, je pense que c'est raisonnable comme concept et c'est raisonnable comme exercice de pensée. Ça mène à une question, en fait, que j'avais mis dans le document. Concernant le changement et l'évolution du droit,
J'avais mis un petit instant. Ah oui, c'est ça. Est-ce que le droit s'adapte à la société ou est-ce que la société s'adapte au droit? Ça, j'avais... parce que je m'étais amusé à faire des petits sondages avec mes collègues. Puis ça, c'est une des questions qui a le plus été... en fait, qui a été le plus intrigante. C'est une excellente question, d'ailleurs. Je pense qu'il faut éviter les réductions un peu simplistes ici. D'ailleurs, là, je suis en train pour le cours de sociologie. Là, je donne le cours de sociologie du droit, donc je suis en train de lire des travaux sur Marx. Je suis en train de lire d'ailleurs un très bon article de mon collègue Finn Makela sur Marx et le droit. Et il y a cette idée qui paraît simple chez Marx, selon laquelle le droit serait une structure qui serait déterminée, par exemple, par l'infrastructure économique, donc une superstructure, pardon, le droit ferait partie de la superstructure avec la politique, et cette superstructure serait déterminée par la structure économique, mais comme d'ailleurs l'a bien relevé mon collègue, quand on lit bien les œuvres de Marx, c'est un peu plus compliqué, parce que en même temps, le droit peut être un instrument qui, selon certains auteurs, certains interprètes, qui peut servir la révolution, donc qui peut aussi servir le moment où chez Marx, il y a une prise de conscience du décalage entre les rapports, les forces productives et les rapports de production, ce qui doit générer une révolution. Mais alors, quand il y a cette prise de conscience, il faut bien que la structure change, le droit change, donc c'est pas à sens unique, même chez lui. Je pense que de croire que le droit est entièrement déterminé par ce qui lui est extérieur serait une exagération. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas verser dans l'énormité inverse qui verrait dans le droit quelque chose d'omnipotent. Et d'ailleurs, dans le discours que je tenais plus tôt, c'est-à-dire dans la conception du droit comme un savoir prudent et collectif, il y a un frein qui est mis à l'idée selon laquelle la loi peut tout faire, tout réinventer, remodeler la société. Le droit a historiquement servi justement un peu de frein à ça. La pire chose que redoute le professeur d'université, c'est d'avoir l'air d'un conservateur. Apparemment, c'est la chose la plus indigne. Mes collègues sont tous terrifiés. Ils ont peur de s'exposer à la critique de conservatisme. Mais si le conservatisme, comme chez certains auteurs, dont Michael Oakeshott, est-ce que vous pouvez définir conservatisme dans ce contexte-là? C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs sens. Hein. Il y a plusieurs sens au conservatisme, mais disons que le sens le plus généreux serait celui d'une certaine prudence, c'est-à-dire de pas chercher le changement de manière précipitée, éviter de tenter de réparer ce qui fonctionne bien. Parce que de nombreux conservateurs ne sont pas contre le progrès, mais ils veulent s'assurer que lorsqu'on touche à quelque chose, on va vraiment améliorer les choses, que ce soit vraiment un progrès. Donc, ils sont plus patients, plus prudents. C'est une lecture possible. Alors, suivant cette lecture, le droit, dans sa longue histoire, aurait été souvent par définition un peu plus conservateur, parce que le droit est beaucoup plus soucieux de la justice formelle que de la justice matérielle. C'est-à-dire que le droit veut que, d'abord, des cas semblables soient traités de manière semblable. On veut éviter cette forme d'injustice. Donc, pour un juriste, j'ai envie de dire un peu classique, mieux vaut avoir une loi qui est appliquée justement, même si sur son fond, la loi n'est pas parfaite. Même si la loi peut nous paraître perfectible sur le plan de la justice du fond, mieux vaut quand même en avoir une que pas du tout, et surtout en avoir une qui est bien appliquée. Puis on la fera modifier après. Il y a d'autres, le juriste plus moderne, plus contemporain, et justement le juriste qui se veut surtout pas conservateur, qui veut transformer la société par le droit, va avoir moins de sensibilité pour cet aspect formel. En fait, il y a souvent même beaucoup de mépris
qui est exprimé à l'endroit de la conception formelle de la justice chez une certaine catégorie de juristes universitaires qui, eux, mettent l'accent vraiment sur la justice de fond. Et on en a comme ça qui sont beaucoup plus près. On a eu le débat sur le stare decisis, par exemple. C'est-à-dire, si on considère qu'un précédent ne fait plus notre affaire, avec quelle aisance est-ce qu'on veut, on veut l'écarter? Donc, les juristes plus progressistes ont eu moins de mal avec l'idée que moi je trouve choquante, selon laquelle un tribunal de première instance peut ne pas suivre la jurisprudence de la Cour suprême. Normalement, ça, c'est la dimension verticale hein, de stare decisis. Ça n'avait jamais été vraiment remis en question. Donc, il y a la dimension horizontale, donc il y a le cumul. La dimension horizontale, à quelles conditions un tribunal peut renverser sa propre jurisprudence, ça, c'est... Il y avait déjà un débat, mais ça fait longtemps que c'est admis. C'est admis qu'exceptionnellement, un revirement peut avoir lieu s'il est fait franchement. Mais la dimension verticale, ça n'a jamais été vraiment remis en question. Il y a d'ailleurs un philosophe du droit, Jeremy Waldron, qui a écrit un article complet sur stare decisis. Il n'a jamais évoqué, il n'a jamais mis en question la dimension verticale. Alors, c'est un exemple que je donne parmi d'autres, mais qui illustre bien comment certains juristes accordent peu de valeur à l'aspect formel du droit, au fait que juste ou injuste sur le fond, c'est bien que les règles existent et qu'elles soient appliquées de manière uniforme. Eux sont plutôt prêts à écarter un précédent ou écarter la règle si la règle paraît injuste sur le fond. Donc, ça donne, par exemple, des dispositions personnelles qui deviennent plus facilement favorables à ce qu'on pourrait appeler l'activisme judiciaire en droit constitutionnel, c'est-à-dire l'aisance avec laquelle on a, par exemple, des droits et libertés, on va casser des lois. Donc, quelqu'un qui pense comme ça, en général, ne va pas s'indigner, va pas s'inquiéter des hardiesses, des hardiesses de la Cour. Et puis, un juriste peut-être un peu plus classique va être plus prudent. Donc, ça s'observe sur plein de questions. Stare decisis, l'interprétation des droits et libertés, ces choses-là. La question de savoir si, par exemple, la Cour suprême doit reconnaître des droits économiques et sociaux dans la charte, alors que la charte se présente pas vraiment comme ça. Bon. Donc, ce sont autant d'exemples. Donc, en fait, c'est ça. Poser cette question-là, en fait, c'est donner une perception trop réductionniste, si on veut, par rapport à l'ensemble des phénomènes qui se passent. Parce que, justement, on peut pas dire le droit influence la société influence le droit. C'est incomplet, en fait. Oui, voilà. Donc, ouais. Pour revenir à votre question, en effet, parce que c'était le point de départ, l'approche plus conservatrice a tendance aussi à avoir des limites au droit. C'est-à-dire à ne pas penser, d'abord, à ne pas penser que le droit est là pour transformer forcément la société. Ça, c'est quelque chose qui est plus politique que juridique. Il ne s'agit pas d'empêcher le législateur de faire des réformes, il s'agit de s'assurer que les éléments les plus fondamentaux de la justice sont respectés dans la manière de procéder aux réformes. Mais il y a aussi l'idée que le droit ne peut pas tout faire. Et c'est quelque chose qui, parfois, on dirait qu'on t'a oublié. C'est-à-dire qu'on voudrait que les tribunaux se substituent parfois aux politiques sur plein de questions économiques, sociales, environnementales, en espérant même que, par exemple, un document assez limité, tel qu'un catalogue constitutionnel de droit, puisse se suppléer au manque d'audace du législateur dans le domaine. Il y en a qui ont reporté leurs espoirs justement sur les tribunaux en se disant bon, les élus manquent d'audace en matière de droits économiques et sociaux, ben, il va falloir que les tribunaux s'y mettent en se fondant sur la charte. Donc là-dedans, il y a quand même un peu l'idée de l'omnipotence du droit et l'idée selon
il y a un manque parfois, personnellement, je trouve, un manque de conscience des limites. Il y a des limites à ce qui peut être décidé dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est-à-dire que procédure judiciaire, c'est quand même limité. Normalement, ça porte sur des faits précis, sur un litige précis. Le nombre de solutions qu'un tribunal peut apporter, c'est quand même réduit. Donc, ça, ce serait bien de s'en rappeler. Donc, par exemple, en droit des peuples autochtones, parce que il est vrai que pendant des années, maintenant, c'est devenu un sujet très reconnu, important par tous, hein, depuis le dépôt du rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu un grand changement qui est bénéfique dans l'opinion publique. Les gens sont beaucoup plus sensibles à la réalité des peuples autochtones. Pendant des décennies, c'était pas du tout ça, en fait. C'était très peu payant pour un parti politique de faire beaucoup pour les Autochtones. Il y avait un coût même électoral à ça. Donc, ça explique en partie pourquoi, pendant des années, les seuls gains tangibles que les Autochtones ont pu faire, ça a été devant les tribunaux. Reconnaissance de droits ancestraux, de chasse, de pêche. Donc, bref, depuis notamment l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 1982, les Autochtones ont un peu gagné. Mais jamais, à mon avis, un jugement de la Cour suprême va pouvoir occuper la place d'un accord de règlement de revendication territoriale autochtone, parce que quand on règle par la négociation, par la conclusion d'un accord, on prévoit tout le système de gestion du territoire, les droits des tiers aussi, mais ces documents-là font plusieurs centaines de pages et c'est très bien fait, c'est technique, c'est aménagé, il y a de l'évaluation environnementale, il y a plein de choses là-dedans. Un jugement qui déclare un titre aborigène autochtone comme ça, même si le jugement fait 300 pages, c'est pas assez détaillé, c'est pas assez précis. Les juges peuvent pas faire ça. Un juge ou même 9 juges dans un jugement ne peuvent pas prévoir tout le fin détail d'un régime de gestion d'un territoire qui est souvent plus vaste que celui de bien des pays. Donc, ça me ramène à votre question. Le droit, à mon avis, ne doit pas être interprété comme étant le simple reflet ou comme correspondant, étant juste l'écho d'autres dimensions du social. Mais il ne faut pas non plus penser que le droit a une portée telle qu'il peut tout faire, qu'il peut réinventer la société. Alors, il n'a pas une portée si grande que ça. Et ses moyens aussi, parce que la portée, je renvoie à quelque chose d'horizontal, il ne couvre pas aussi large. Même sur le plan vertical, c'est limité. Par exemple, même lorsqu'on est dans des questions qui peuvent relever du juridique, ce que les gens oublient souvent, à commencer par les juristes, c'est que il y a jamais d'exécution forcée, par exemple, contre la couronne. C'est-à-dire que si le système fonctionne, c'est parce que jusqu'ici, il a su préserver sa confiance et que les élus ont toujours plutôt obéi au jugement de la Cour suprême, se sont exécutés volontairement. Mais dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Puis il y a des pays où longtemps, on a respecté les décisions des tribunaux, mais il y a une montée du populisme un peu partout dans le monde. Il y a une montée aussi d'une espèce de ras-le-bol à l'endroit de ce qu'on appelle la juristocratie, les dérives du pouvoir judiciaire. C'est un phénomène mondial et le Canada n'est pas du tout à l'abri de ça. Dans un tel contexte, il n'est pas impossible, si les politiques considèrent qu'il y a certaines dérives judiciaires, c'est pas impossible qu'un jour un gouvernement, je souhaite pas, mais ne s'exécute pas. Si un gouvernement ne s'exécute pas, c'est pas possible. On peut pas envoyer un huissier faire saisir des fonds dans les comptes de banque du gouvernement. Ça ne se fera pas. Donc, c'est une illustration de la limite
au pouvoir vertical du droit. C'est-à-dire que il faut pas, comme juriste, se croire omnipotent. Il faut se souvenir que si jamais le judiciaire dérape, va trop loin, sur une période prolongée, et que les gens se trouvent ça abusif, et qu'un bras de fer finit par s'engager entre le politique et le judiciaire, jamais le judiciaire ne va l'emporter. Jamais, jamais. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut penser à long terme, être prudent, se rappeler que le droit ne peut pas tout faire, se rappeler que les justiciables doivent continuer de croire que les juristes, les juges appliquent le droit existant et ne substituent pas au droit existant leurs propres opinions. Il faut vraiment cultiver tout ça pour que le droit puisse remplir sa fonction. Donc, il faut que le droit soit conçu comme un outil, certes puissant, mais limité. Limité. C'est bien dit. Très bien dit. Si on s'intéresse à votre histoire de la conception du droit, comment a-t-elle évolué à partir du début de vos études jusqu'à maintenant? Ah, ça a beaucoup évolué parce que je reconnais le jeune étudiant de maîtrise, de doctorat, même de bac, dans ce que je décris, dans ce que je critique aujourd'hui. Donc, j'étais très jeune, j'étais très de gauche, social-démocrate, même un peu. Je pense que j'ai eu une petite période où je devais me revendiquer anarchiste. Ouais. J'étais très de gauche, j'étais membre du Rassemblement pour une alternative politique avant que ça devienne un parti politique, le parti politique qu'on connaît, Québec solidaire, qui était le rassemblement des forces politiques, des forces progressistes, tout ça. J'étais là-dedans. Les manifestations contre les accords de libre-échange et tout ça. Et quand j'étais étudiant du bac, pourtant, j'estimais beaucoup mes professeurs et j'avais de l'estime pour leur rigueur. Puis j'aimais bien qu'on m'enseigne un système de normes assez bien établi, avec un cadre. C'était pas le buffet, là, all you can eat, qu'on peut se servir comme on voulait. Il y avait un cadre, bon, c'est une des raisons qui m'avait attiré vers le droit. Mais intellectuellement, je trouvais ça un peu satisfaisant. J'étais presque envieux de mes amis qui étudiaient dans d'autres domaines, qui me paraissaient apprendre des choses, peut-être a priori, qui paraissent plus intéressantes que... Je vais insulter personne, aucun de mes collègues, mais que je sais pas, moi, que le fin détail des règles de saisissabilité, je me disais quand même, passer des années de ma jeunesse à apprendre des trucs techniques pareils, tandis que les autres lisent des grands auteurs, je trouvais ça un peu dur. Ce qui fait que j'étais assez... quand j'ai décidé de faire des études supérieures, puis de faire de la recherche, j'étais assez sensible à ce discours qui convoquait les perspectives externes au droit, qui accordait peu de valeur au droit. Puis je me disais, moi aussi, j'ai envie de faire ça, l'histoire du droit, socio du droit, enfin, faire quelque chose d'intéressant. Puis vous avez continué vos études dans ce même domaine-là, dans le domaine que vous enviez d'autres domaines, et pourtant vous avez fait des études supérieures en droit. Oui. Mais j'ai fait, ma thèse, là, c'est vraiment une thèse de philosophie du droit. Là. Okay. En fait, j'ai trouvé le moyen. J'ai fait à peu près que de la philo pendant plusieurs années parce que ça a été long à finir ma thèse. Donc, quand j'ai... un peu avant de commencer comme prof à Sherbrooke, j'avais eu un stage pour la commission de Venise, qui est une commission consultative internationale en matière de droit constitutionnel. Quand j'ai été stagiaire à Strasbourg pour la commission de Venise, je faisais du droit constitutionnel comparé, si vous voulez, étranger, européen comparé. Et j'étais tout content parce que je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de droit, ça faisait des années que je faisais que de la philo. Mais c'est... Alors, il y a je crois que c'est Jean Carbonnier qui a été doyen à Paris et qui a publié sur la sociologie juridique et qui disait que un peu de sociologie éloignait du droit,
mais que beaucoup y ramenaient. Et alors, ce mot-là m'a marqué, et je pense que ça vaut aussi pour la philosophie du droit, puis l'histoire du droit. Donc, c'est un peu ma trajectoire, c'est-à-dire, plus j'ai cherché à fuir le droit pour le rendre plus intelligible par l'éclairage de disciplines extérieures que je jugeais plus riches, plus fécondes, plus nobles, plus, au contraire, et de manière paradoxale, je me suis mis à enfin vraiment aimer le droit et à m'y intéresser vraiment. Donc, ouais, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous aimez le droit? Oui, beaucoup. Oui. Ouais. Mais c'était pas comme ça quand j'étais étudiant. Est-ce que... Quel type d'étudiant étiez-vous au bac? Ah là là. Est-ce que vous étiez stressé par les notes? Est-ce que vous vouliez rentrer dans les gros cabinets? J'ai eu toutes sortes de périodes. Je pense que je me cherchais un peu. Hein. Je savais pas trop comment j'allais finir. Je travaillais dans des restaurants. À l'époque, j'étais terrifié à l'idée que ça se passe pas très bien et puis que je me retrouve à continuer de travailler dans les restaurants. Je sais que je voulais réussir, mais je savais pas trop quelle forme ça prendrait, la réussite. Et puis, au début de mes études, quand j'y pense, j'étais vraiment très arrogant, en fait. J'aimerais pas avoir l'étudiant que j'étais aujourd'hui comme prof. Je pense que je me détesterais. Et ouais, j'étais un peu prétentieux. Je pense que il devait avoir des doutes derrière ça, derrière ce que j'affichais comme une énorme confiance en moi. Je pense que j'étais un peu arrogant. Je me trouvais, je pense que j'avais confiance en moi. Mais peut-être que c'était de la fuite en avant. Peut-être qu'en réalité, je doutais. Et je me trouvais un peu too cool for law school. Hein. C'était un choix de dernière minute, le droit, tout ça. Puis je pense que j'avais un peu des préjugés. Et puis je me considérais comme un observateur. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'arrogance là-dedans. Moi, j'étais là, puis j'observais la faculté de droit. Je faisais un stage d'observation anthropologique. Et puis en réalité, je stressais à mort. Je voulais quand même avoir des bons résultats. Mais cette attitude que j'ai eue au début, en me disant, moi, je vais peut-être faire soit de la politique ou du journalisme ou autre chose après, ou peut-être de la philo, c'était pas un jeune homme qui se voyait pratiquer. Cela dit, par la suite, parce que les cours très, très techniques, des fois m'ennuyaient un peu, j'ai multiplié ma participation aux activités cliniques, stage à la magistrature, et puis j'ai fait un concours de plaidoirie, j'ai fait le concours Mignot. Et bon, on n'a pas gagné cette année-là, mais ça s'est quand même très bien passé. J'avais beaucoup aimé l'expérience. Et je pense que ça m'a grisé un peu. Puis là, tout d'un coup, là, je voulais... donc, j'ai fait la course au stage. Ça a été très bien les premières entrevues, les deuxièmes un peu moins. Et puis, en fait, c'était pas pour moi. J'ai eu cette période-là parce que je pense que j'avais un peu de reconnaissance. Mais d'ailleurs, ceux qui me connaissaient bien, et même mes profs, trouvaient ça un peu rigolo. Je pense qu'il y en a qui sentaient que j'étais plutôt fait pour la recherche. Et puis, c'est en parlant notamment avec Silvio Normand, professeur à l'Université Laval, que j'estime encore énormément, historien du droit, puis il était professeur de droit des biens, avec qui j'ai publié mon premier article. Alors, mon premier article portait sur le Code civil, sur l'histoire du Code civil. Ouais. Et je suis revenu finalement à mon intuition de départ. C'est-à-dire que quand j'avais commencé bac en droit, il y a quelque chose chez moi qui me disait que j'allais probablement approfondir, faire de la recherche. Mais j'ai toujours aimé, j'avais fait un échange à l'Université de Victoria, après quoi j'avais été recruté par un de mes enseignants qui était praticien. En fait, j'ai travaillé un été dans son cabinet qui était spécialisé en droit des autochtones. Et ça a été très enrichissant, cette expérience pratique.
Ensuite, après avoir fait des années de philo, travailler en droit comparé pour la commission de Venise, j'ai vraiment adoré. Puis j'ai eu l'immense privilège d'être auxiliaire en clerc à la Cour suprême du Canada, qui est, à mon avis, peut-être la meilleure, l'expérience la plus formatrice qu'on ne peut pas faire en droit. Et je pense même que j'aurais pas pu faire mon travail de constitutionnaliste comme... Je dis pas qu'il faut absolument faire ça pour être bon constitutionnaliste. J'ai plein de collègues qui sont très bons, voire meilleurs que moi, qui ont pas été clairs à la Cour suprême, mais je pourrais pas le faire de la façon dont je le fais si j'étais pas passé par là. Et puis ça, je changerais rien à ma trajectoire. Si c'était à refaire, je suis vraiment ravi d'avoir eu ce privilège. Donc j'ai conservé un intérêt. D'ailleurs, je suis un des profs de droit constitutionnel qui a un souci pour les questions de contentieux, de procédure. C'est plutôt rare. Je trouve que ça manque. Je trouve qu'on devrait en faire plus. Mais en même temps, mes travaux portent largement sur la philo du droit. Donc, j'ai changé, mais pas tant que ça. Ouais. C'est intéressant. Puis, comment est-ce que je pourrais dire ça? En ce moment, avec les connaissances que vous avez, et puis la sagesse et tout, lorsque vous étiez étudiant versus... Ben en fait, non. J'ai juste de réaliser. Vous êtes étudiant, en tout cas, vous êtes professeur et étudiant. Oui, j'ai les deux personnalités. Les deux personnalités. Ouais. Est-ce que c'est très différent, ça? En fait, qu'est-ce que ça vous a fait de retourner aux études après d'être professeur et inversement, après ça, de retourner professeur? Est-ce que ça donne une perspective ou si oui, quelle perspective que ça donne? Ça a été particulier en tant que professeur de me retrouver dans la position de l'étudiant. On me demandait récemment si j'avais eu l'impression de revivre ma jeunesse d'étudiant, mais pas tant que ça, parce que je restais un prof qui retournait étudier avec l'âge que j'avais. Donc, l'expérience est un peu différente. Mais d'être dans la position d'étudiant m'a quand même permis de prendre beaucoup de recul par rapport à mon travail d'enseignant. J'ai beaucoup appris non seulement de la matière sur la Grèce et le latin, mais j'ai aussi, je crois, appris sur l'enseignement en observant certains de ceux qui m'ont enseigné l'automne dernier. Je pense entre autres à Alban Baudou, qui est le directeur du programme et qui me donnait le cours de latin, que j'ai trouvé excellent prof, en fait. Je me suis dit, j'aimerais lui ressembler plus comme professeur. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il était un bon professeur? Il était extrêmement affable, extrêmement patient, très structuré, en fait, beaucoup d'exercices. On voyait qu'il travaillait énormément ses cours. Mais je crois que c'est vraiment sa générosité qui m'a le plus impressionné, en fait. Il était toujours très disponible, calme, posé, accueillant. On sentait jamais soit irritable ou un peu ailleurs. Il était vraiment... Alors, c'est ce qui dégageait, en fait, je me suis dit, il a vraiment une excellente disposition et attitude comme enseignant. Parfois, chez d'autres, je croyais reconnaître des traits que j'aime moins. Je me disais, non, ça, il faut pas que je le fasse. Comme quoi, par exemple? Quand on enseigne, on a un auditoire captif. C'est une grande responsabilité. Et je pense que parfois, même si nous, on aime beaucoup la matière, quand on est plongé dedans, des fois on a envie de partager certaines choses, mais c'est pas toujours
si on s'y est pas assez préparé avant le cours, à faire cette parenthèse, cette capsule, les étudiants peuvent avoir un peu de mal à suivre. Donc, il faut pas prendre trop de liberté. Donc, il faut se rappeler que les étudiants du premier cycle, c'est pas nos collègues chercheurs là, avec qui on peut avoir absolument n'importe quelle discussion très, très pointue. Donc ça, j'ai l'impression que j'ai vu les profs le faire un peu, puis je me suis dit, j'ai une certaine tendance à faire ça parfois. Donc, il y a un cadre, un certain cadre. En fait, comme le droit, comme vous avez dit tantôt, un certain cadre à respecter pour justement, en étant enseignant, en enseignant une matière de droit, ou n'importe quelle matière probablement, cadre à respecter pour que les étudiants, justement, soient réceptifs à la matière. Oui, puis aussi, je me souviens, moi, comme professeur, j'en ai parlé avec des collègues. Puis pourtant, des étudiants me l'avaient déjà dit dans les évaluations. Le prof devrait se rappeler que lui, il fait ça depuis des années, puis il est là-dedans tous les jours depuis des années. Nous, on commence. Je me dis, ouais, ok, mais bon. Comme prof, ça nous arrive, hein, on va pas vous le dire. Là, moi, je vais, comme un imbécile, je vais le dire à la radio, mais je m'apprête à le dire à la radio, mais ça nous arrive parfois de se dire, bon, comment se fait-il qu'ils comprennent pas ça quand même? C'est pas sorcier, c'est pas de la mécanique quantique, à laquelle je connais rien d'ailleurs, mais on se dit, il y a quand même des choses plus compliquées qui s'enseignent à l'université. Mais quand on se dit ça, comme prof, c'est justement parce qu'on oublie que ça fait longtemps qu'on est dedans, puis on se fie beaucoup sur en fait notre expérience sans s'en rendre compte. Et puis le cerveau, à 40 ans, il apprend beaucoup moins bien qu'à 20 ans. Mais d'enseigner une matière, puis d'être spécialiste de la matière, ça nous fait oublier qu'on a plus ces capacités cognitives-là parce qu'on est tellement versé dans l'art que on pense que c'est dû à notre intelligence. Mais de me retrouver dans la position d'un apprenant pour qui la matière est nouvelle, ça m'a fait peut-être mieux comprendre ce qu'on m'avait dit. Et ça m'a aussi fait mieux comprendre les inquiétudes qu'ont parfois les étudiants par rapport aux évaluations et tout ça. Parce que nous, quand on enseigne, on trouve ça un peu lourd, en fait. Les profs, là, surtout en droit, la pression sur les notes, les résultats, avec le marché du travail en droit qui accorde énormément de... Je vous avais peut-être lu le roman Royal. Donc, je pense que ça s'est bien rendu dans le roman. C'est vrai que le roman était peut-être plus propre à l'U2M, mais quand même, on voit bien, il y a une grosse pression sur les notes, tout ça. Puis, comme prof, des fois, on est un peu hautain ou snob sur ces questions-là. On se dit, qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants, à ne penser qu'à l'examen? Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas avoir l'amour pur de la connaissance? Mais pour avoir été dans la position d'étudiant cet automne, je me suis dit quand même, ça, je vais essayer d'y être plus sensible à l'inquiétude. L'étudiant va être évalué. C'est quand même quelque chose comme responsabilité là, d'évaluer quelqu'un. C'est très proche de l'individu, c'est très personnel, l'évaluation. Voilà, c'est ça qui vous avez difficile. Raison. C'est ça. Oui. C'est comme, pas une attaque personnelle, mais presque. Ça a une saveur un peu de attaque personnelle. Donc, probablement que c'est ça. C'est une très lourde responsabilité. Il faut vraiment que l'évaluation soit le plus juste possible. Et pour être juste, je pense que l'étudiant doit pouvoir s'y préparer. Ça ne doit pas être une surprise. Donc, ça aussi, je pense que ça a un peu changé. Je dis pas que j'étais insensible à ça. J'ai toujours pris soin. Par exemple, quand je donnais un nouveau cours et qu'il n'y avait pas d'examen antérieur, je faisais un examen simulé. Mais je pense que là, je vais peut-être essayer de multiplier un peu c'est un peu limité là, tout ce qu'on peut faire compte tenu de la charge de travail, mais de peut-être être plus sensible à ça, faire peut-être plus d'exercices ou être plus précis sur les attentes en matière d'évaluation. Et puis là, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire sourire.
l'automne dernier, je parlais avec notre vice-doyen en enseignement, donc Simon Roy, que je connais bien, évidemment, et qui me demande, alors Maxime, comment ça se passe dans tes études? Alors je lui ai répondu, écoute Simon, j'adore mes cours, c'est super, mais j'ai trop de lecture. Alors, il a éclaté de rire. Il était mort de rire au bout du fil. Alors, il m'a dit, Maxime, je pensais jamais entendre ça de ta bouche un jour. Puis, il m'interroge un peu. Puis, en fait, j'en avais quand même beaucoup moins que ce que je demande aux étudiants dans mes cours. Mais je lui ai dit, c'est trop. Franchement, c'est trop. Alors, je lui ai dit, je pense que ce sera différent. Là, à l'avenir, Simon, tu vas voir. Maxime, tu vas connaître un autre Maxime. Ça va changer. Ensuite, je lui dis... en plus, mon cours préféré, puis je vais le dire, en l'occurrence, c'est le cours d'histoire de la littérature grecque que j'adorais. C'est mon cours préféré, je l'adore, mais c'est un cours où il y a particulièrement beaucoup de lecture à faire. C'est un cours qui me demande le plus de temps que les autres. Je trouve ça un peu inéquitable pour les autres cours. Simon se met à rire encore. Il dit « Ah oui, c'est encore toi qui me dis ça? » Donc bref, on a la discussion. Je sais qu'il en a parlé à d'autres après, ça l'a bien amusé. Et lorsqu'est venu le temps quand même de préparer mes cours, parce que c'est à l'automne qu'on prépare les recueils, je m'y attaque avec ma nouvelle personnalité d'étudiant, avec les intentions de réduire au maximum les lectures. Et puis finalement, j'envoie un recueil de 1000 pages. Il faut que je demande une dérogation, je parle à Simon, qui est encore mort de rire. Et qui me dit, écoute, essaie de faire en bas de 800, ça serait quand même pas mal. Bon, c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais je me suis rendu compte que je restais avec deux personnalités que j'arrivais pas à concilier. Mais c'est vrai que ce que j'ai dit aussi aux étudiants, c'est que en droit, on a une matière précise à passer. C'est-à-dire que nos étudiants, ils vont sinon au barreau, à la chambre des notaires, c'est-à-dire que je peux pas non plus, je peux pas couper autant que je le voudrais. Ouais, il y a une certaine matière à apprendre. Voilà, c'est ça. Qui est inévitable un peu. Ça limite un peu la possibilité de couper. Puis en constitutionnel, comme vous le savez, souvent les jugements font plusieurs centaines de pages. Donc dès qu'on va en mettre un ou deux au complet, on est rendu à 600 pages avec 2 jugements. Donc, ouais, c'est ça. C'est assez limité en termes de possibilités de réduction de nombre de pages de lecture. Donc, ouais, je comprends. Si on fait une petite expérience intellectuelle, justement, j'avais mis ça dans le recueil de questions que je vous avais posé, mais si vous pouviez avoir un souper avec une personne historique, vivante ou décédée, avec qui ce serait? Alors, on sort du droit. Hein. Oui. Ce serait avec l'auteur norvégien Karl Ove Knausgaard. OK. Ouais, dont j'ai pas lu les œuvres entières, mais dont j'ai adoré le cycle biographique, mon combat. C'est avec Proust, c'est l'auteur dont j'aurais aimé le plus lire les œuvres. Et c'est une œuvre qui m'a apporté, je sais pas tellement, c'est une forme de bonheur en fait pendant les années où je l'ai lu. Puis pour mettre en contexte cet auteur-là, qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, il a écrit un cycle qui s'intitule Mon combat, dans lequel finalement il a raconté toute sa vie comme du mieux qu'il pouvait s'en rappeler, en s'interdisant de faire de la recherche. Et quand on lit, on a l'impression de vivre sa vie. Et en même temps, c'est un peu comme chez Proust avec La recherche du temps perdu. C'est aussi l'histoire d'une vocation d'écrivain. C'est-à-dire que, comme chez Proust, l'œuvre raconte, c'est presque une mise en abîme, mais l'œuvre raconte l'évolution puis l'affirmation de la vocation d'écrivain de son auteur qui
a eu du mal à s'y mettre, est passé d'ailleurs par des périodes où il s'est essayé un style qui n'était pas du tout le sien, donc jusqu'au moment d'avoir enfin l'espèce de révélation de son style, son œuvre, ce qu'il allait faire. Et ben, finalement, cette révélation, c'est un peu l'œuvre qu'on est en train de lire. Donc, il y a ça. Et puis, ben, mon combat, ça évoque aussi le tristement célèbre ouvrage d'Adolf Hitler, sur lequel Knausgaard a publié un essai qui est inséré dans le dernier tome, donc qui est une espèce d'essai littéraire sur Hitler, qui figure dans le dernier tome, donc qui est intitulé Fin de combat. Ouais. On m'avait dit, tu vas voir, c'est un peu bizarre qu'il y ait un essai sur Hitler comme ça. Mais c'est pas si bizarre que ça, parce que c'est la dimension biographique ou autobiographique qui l'intéresse. Mais j'ai trouvé en plus cet essai brillantissime, extrêmement brillant, à un point tel que ça approfondit, je pense, mon interprétation des causes de toute cette catastrophe allemande du milieu du XXe siècle. Je pense que je vous en avais un peu parlé dans le cours. Ça me dit quelque chose, ouais. Je pense que vous en avez parlé un peu. Bon, j'ai trouvé ça vraiment très, très brillant. Donc, c'est de loin la personne. Ouais. En plus, je dois dire que j'ai un grand amour pour la Norvège. Donc, lui, il n'habite plus en Norvège. Donc, il habitait longtemps en Suède. Il s'est établi à Londres, je crois, maintenant. Mais j'ai passé du temps en Norvège lors de ma dernière sabbatique, de sorte qu'il y a des lieux dans l'œuvre que je connais, il y a des lieux que je connaissais, il y a des peut-être que ça a un peu ajouté. Donc j'ai un amour pour la Norvège. Je connais pas le norvégien, je peux pas prétendre connaître la culture norvégienne beaucoup, mais ce que j'ai lu de la littérature norvégienne me plaît beaucoup. Et donc voilà pourquoi c'est la personne avec qui j'aimerais prendre un verre. D'ailleurs, là, il ne boit plus d'alcool, je le raconte. Donc, ce serait sans doute un café. Un café avec ça. Ouais. Mais est-ce que dans son œuvre, parce que vous avez dit dans le fond que c'était une sorte de biographie, donc une autobiographie littéraire. Ouais. Est-ce que il parlait de la mort? Est-ce que... oui, beaucoup, parce que le premier tome s'intitule La mort d'un père. OK. Il y raconte la mort de son père. Parce que, justement, ça fait le lien avec mon autre question. Est-ce que vous êtes confronté à votre propre mort? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une pensée qui est présente en vous? Oui. Puis, en vieillissant, on y pense un peu plus. Je suis pas vieux. Là, j'ai 46 ans. Mais, pour moi, j'ai la chance d'avoir encore, par exemple, mes deux parents. Et ce serait une des choses les plus tristes pour un être humain que de n'avoir rien essayé de faire avec ce don. Alors, je m'explique. Une vie réussie, ce n'est pas forcément une vie heureuse, parce que le bonheur, ça dépend de plein de facteurs. Il y en a sur lesquels on n'a pas le contrôle. Il y en a qui, en fait, on part pas tous du même point. Hein. Tout le monde n'a pas la même santé, la même capacité, le même talent, n'est pas dans le même milieu. Tout le monde n'a pas la même chance non plus. Il y a aussi de la chance. Mais une vie réussie, c'est pas une vie heureuse. Je pense que c'est une vie vécue de manière réflexive et consciente, au cours de laquelle on a donné de la valeur à notre vie et on s'est pas juste laissé aller. C'est-à-dire que on n'a pas vécu juste en se laissant porter, mais on a vécu en se disant « Oh, OK,
j'ai une vie, c'est précieux. Ça vient avec une possibilité de choix, une responsabilité de prendre des décisions, de réagir. Donc, c'est pas tant d'où on part que comment on réagit par rapport à tout ça. Et je pense que c'est d'abord essayer d'avoir fait une histoire non pas parfaite, pas un récit parfait, mais d'avoir essayé de faire quelque chose d'un peu cohérent. Pas se laisser porter là, comme ça, mais d'avoir fait des projets, d'avoir essayé de réaliser des projets. Après, si ça n'a pas marché, on aurait essayé. Puis d'avoir développé une certaine cohérence aussi. Fait que le succès est peut-être pas nécessairement dans la réussite du projet, mais dans l'essai du projet en soi. Ouais, le simple fait de formuler des projets et d'essayer de les réaliser, je pense que c'est déjà beaucoup. Et je pense que, alors la mort, ça fait peur de plusieurs façons. Je pense que rares, sans doute, sont ceux qui, au moment où ils sont, parce que c'est beaucoup plus facile quand c'est loin, mais j'imagine que quand on est vraiment là, près de la fin, on est confronté à notre propre fin, qui est pas juste, j'en parlais récemment avec ma copine, c'est pas juste notre propre fin, c'est en même temps la fin de tout. Pour nous, ça devient comme la fin de tout. C'est avec notre fin, c'est aussi comme la fin de l'univers, hein, pour celui qui meurt. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui nous demeure quand même difficile à concevoir. C'est difficile de concevoir notre propre fin, mais c'est aussi difficile de concevoir la fin de nos proches. Donc, c'est ça aussi. Donc, la fin de tout, finalement. Donc, la mort fait peur comme ça, comme la fin de tout qui est difficilement concevable. Il y a quelque chose de terrifiant, quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Mais la mort fait aussi peur sur le plan éthique, c'est-à-dire que la mort peut faire peur, créer une peur d'avoir, avant de mourir, de grands regrets. Donc ça, c'est assez intéressant de lire. Il y a des études qui ont été faites sur les regrets exprimés par les gens à la veille de leur mort. Et je pense que la mort peut faire peur aussi comme ça. Ça qu'on peut avoir peur. Je sais pas si... Alors, il y a un livre qui m'avait beaucoup saisi quand j'ai lu, ça fait quand même très longtemps. Ça s'intitule Le désert des Tartares, de Dino Buzzati, je crois. Un auteur italien. On en a fait un film et j'ai beaucoup aimé le roman. C'est un militaire italien qui est une espèce d'avant-poste près de la frontière. Et puis, les soldats de ce poste doivent surveiller la venue possible de forces étrangères. Et puis, en fait, il se passe jamais rien. Dans sa vie à lui, il se passe rien. Et puis, il tombe malade et puis il faut le ramener. Le poste est sur la montagne, il faut le ramener au village et puis c'est fini pour lui. Il est probablement sur le point de mourir, mais en tout cas, la vie à cette caserne est terminée. Et c'est juste au moment où on le descend qu'il y a enfin une fameuse attaque, en fait, celle finalement qui l'attendait. Et ça se passe, il est trop tard pour lui. Ça se passe juste au moment où lui, il s'en va. Donc, c'est un peu une métaphore. Pour moi, c'est une métaphore. Mais c'est une métaphore du sentiment horrible que certains, j'espère, que certains ont peut-être eu, que je redoute, à la veille de la mort, de tout d'un coup voir les possibilités, puis tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire. Comme si c'était une prise de conscience trop subite. puis tardive. Donc, ça vient beaucoup trop tard.
Donc, je pense que la mort peut faire peur aussi comme ça. Mais une des façons, comme vous l'avez dit tantôt, pour contrer un peu ça, c'est en ayant une vie qu'on donne, justement, une vie parsemée de succès où l'on entreprend, où l'on met des efforts dans certains projets, puis pour donner justement une valeur à ce temps qui est limité, qui nous est donné justement en termes ce cadeau du temps limité par la mort. Mais je trouve que c'est une belle façon de terminer la discussion. Ainsi, avez-vous merci, tant mieux si ça vous a plu. Mais je vais quand même reconnaître ma dette ici. Donc, dans cette idée-là de réussite, tout ça, il y a quand même beaucoup d'idées qui me viennent d'un philosophe qui a été un grand philosophe du droit, mais qui a été beaucoup plus que ça, qui est Ronald Dworkin. Et qui le dit finalement que on a la responsabilité de tenter de réussir sa vie, que de réussir sa vie, c'est pas juste d'être heureux. Et pour reprendre un peu cette métaphore, une vie réussie, ça va ressembler un petit peu à un roman qui a été bien écrit. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire de sa vie un récit. C'est ça la cohérence, qui est quand même, à défaut d'une intrigue, un certain fil conducteur. Donc, essayer de faire de sa vie un peu une petite œuvre littéraire. Ça n'a pas besoin d'être Gare épais, Anna Karénine. Mais bon, un récit. Un récit avec une cohérence. C'est intéressant, c'est bien dit, bien pensé. Mais merci beaucoup, Maxime Saint-Hilaire. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cette discussion. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Maxime Saint-Hilaire. Vivez votre vie comme si vous rédigiez une œuvre littéraire, avec un souci de cohérence. Non, c'est-à-dire avec un souci de cohérence. Vivez votre vie comme si vous rédigiez une œuvre littéraire, c'est-à-dire avec un souci de cohérence dans les projets que vous entreprenez et les aventures que vous vivez. La mort est une manière de se confronter à la question que tout le monde devrait se poser. Ai-je fait, jusqu'ici, tout ce que je pouvais pour réussir ma vie? La valeur incommensurable de la vie provient du fait qu'elle a un début et une fin. Je vous laisse maintenant avec le message du film La Société des poètes disparus. Carpe diem.